Municipal 2020, aujourd'hui je vous accueille pour le troisième débat de ce second tour. Nous sommes à Ondres. Je suis en présence de Éric Guyotto, bonjour. Bonjour. Eva Belin, Bonjour. Bonjour. Et Sébastien Robert, Bonjour. Donc ces trois listes étaient présentes au premier tour. On fait suffisamment de scores pour pouvoir rester et ils veulent les trois défendre leur chance pour être maire d'Ondres. Donc on va faire le même principe que vous avez pu commencer à découvrir. On va partir pour une série de 17 minutes de questions. Et puis après, pendant 3 minutes, ils auront la parole pour vous dire ce qu'ils ont envie. Donc les trois personnes, Éric Guyotto, qui est Vivre Ondres, 52 ans, maire sortant. Eva Belin, Ondres avec vous, 41 ans, conseillère départementale. Et Sébastien Robert, Ondres, commune citoyenne, 45 ans, chef d'entreprise. Voilà, nous avons eu la chance de les accueillir lors du premier tour où ils nous avaient expliqué leur programme. Vous pouvez toujours retourner voir si vous avez d'autres questions. Là, le principe est le même. Une question, les trois répondent par rapport à leur programme. On va démarrer, on a fait un tirage au sort hors antenne. Les tours de passage ont été décidés. Nous commencerons par Monsieur Sébastien Robert pour la première question, qui est une question commune. Alors, la question. Pensez-vous impliquer le citoyen dans la vie de la commune? Et si oui, de quelle manière comptez-vous vous y prendre? Merci. Donc effectivement, l'implication citoyenne pour nous, c'est une évidence et c'est même une nécessité. Alors cette implication, elle a démarré avant la vie de la commune, elle a démarré même au moment de la campagne, puisqu'en fait le citoyen a été impliqué pendant cette campagne, puisqu'il a participé aux réunions publiques, et c'est lui qui a élaboré le programme et le projet que la liste Ondres Communes Citoyens défend. Ensuite, effectivement, pendant l'exercice du mandat, il est prévu une forte implication citoyenne, et ce citoyen va pouvoir choisir en fait son niveau d'implication. Elle peut être nulle s'il le souhaite, et ensuite elle peut se porter sur tous les plans de la gestion de la commune, que ce soit l'évaluation des élus ou les décisions même de la commune avec un travail en collaboration avec les élus. Très bien. Deuxième personne à répondre, Monsieur Guyotto, à votre tour. Bonjour à tous. Merci d'abord à TV Land de nous organiser à Ondres question pour un maire. C'était une excellente initiative. Non, plus sérieusement, concernant cette implication des citoyens dans la vie locale, c'est une aspiration légitime, de plus en plus importante, surtout quand on parle de démocratie locale et de commune. Pendant le mandat qui se termine, nous n'avons jamais autant impliqué les citoyens à Ondres que depuis 6 ans. Dans des projets pour impliquer les citoyens pour agir, pas simplement réfléchir, mais les impliquer pour agir, pour modifier, influencer, améliorer les projets issus de notre programme, que ce soit pour définir des investissements, comme la bibliothèque, l'espace jeunesse avec les plus jeunes, ou alors que ce soit pour préparer et mettre en œuvre des événements comme la fête de la nature, la fête de la Dune ou la fête de Noël. Et puis l'idée avec les citoyens, c'est d'aller encore plus loin pour le nouveau mandat qui démarre, parce qu'on a fait certes, mais on peut toujours faire mieux, toujours s'améliorer. Et donc l'idée, c'est que par exemple du Conseil des jeunes et du Conseil des sages, on aille vers un conseil de la vie locale, ou éventuellement que l'on développe une vie de quartier plus importante. Mais l'idée principale, c'est de co-construire ensemble pour agir. Très bien. Madame Eva Belin, à votre tour. Oui, alors, gérer une commune, c'est évidemment avant tout prendre des décisions. Alors schématiquement, ces décisions, au fur et à mesure de nos rencontres avec les Ondraises et les Ondrais, on peut les classer en 2 types. Il y a des décisions que les habitants jugent comme des décisions du quotidien, si j'ose dire. Alors schématiquement, je vais vous dire, la commune, par habitude, participe, par exemple, subventionne les élèves qui partent en voyage scolaire, qui sont scolarisés au collège de la Benne, dès lors que le collège en fait la demande. Bon, ça c'est une décision du quotidien qui n'impacte en rien le quotidien des Ondraises et des Ondrais, ni leur cadre de vie.
Et ensuite, il y a des décisions qui sont plus importantes, même si j'aime pas le terme, des décisions qui, elles, vont s'avérer impactantes pour le cadre de vie et le quotidien des habitants. Ces décisions-là, effectivement, elles doivent toutes être décidées. Léondraises et Léondrais, au fur et à mesure de nos rencontres, nous ont fait part de cette volonté de plus en plus importante d'être entendus, d'être écoutés, mais aussi, plus largement, d'être associés et de pouvoir participer à toutes ces décisions. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ils nous le remontent. Par contre, ils refusent, et ça c'est assez nouveau lors de nos derniers échanges, ils refusent d'être sollicités pour un oui, pour un non, pour des décisions dont je parlais à l'instant qu'ils estiment comme étant plutôt du quotidien et pour lesquels ils souhaitent avoir des élus responsables qui prennent leurs décisions et qui, si j'ose dire, arrivent à administrer la collectivité de manière fluide et efficace. Il faudra donc pour nous trouver un juste équilibre finalement entre cette nécessaire participation citoyenne et une administration fluide et efficace de la collectivité. Très bien, merci beaucoup. On va aborder le deuxième thème. Le deuxième thème, ça sera écologie. Alors, pour ce deuxième thème, démarrera de nouveau M. Sébastien Robert, sera suivi d'Eva Belin et M. Guyotto terminera. Quels sont les points que vous comptez mettre en place pour accompagner la transition écologique? M. Robert, c'est à vous. Alors d'abord, je vais revenir un peu dessus. Mais on voit que les Grenelles, les COP successives n'apportent aucune décision pertinente pour régler cette question de la transition écologique. Et je pense qu'il n'y aura pas de transition écologique s'il n'y a pas en même temps une transition politique, c'est-à-dire une autre façon de prendre nos décisions. Pour nous, la transition écologique, ça n'est pas un domaine à part, avec d'un côté des mesures qui seraient concernées par la transition écologique et puis de l'autre côté des mesures d'urbanisme ou d'aménagement de voirie qui en seraient complètement indépendantes. Si on raisonne comme ça, l'échec de la transition écologique est assuré. Tout ce qui se passe ou tout ce qui est prévu dans notre programme peut avoir une dimension écologique, que ce soit la création d'une école ou la réalisation de pistes cyclables. Et c'est la raison pour laquelle un des points de notre programme, c'est de ne pas mettre à la mairie un service spécifique dédié à la transition écologique, mais d'obliger à augmenter chaque projet d'une dimension écologique. Cela étant, par ordre de priorité dans le programme tel qu'il a été défini par les habitants en réunion publique, on retrouve plusieurs points plutôt liés quand même à la transition écologique. Ces points, c'est des circuits courts, l'aide à la production de producteurs locaux, l'aide à l'installation de producteurs locaux, la création d'une régie agricole communale, la protection du littoral et de la forêt, une analyse de l'air, une étude pour l'économie d'énergie des bâtiments et de l'éclairage public. Et puis un dernier point, et à mon avis non des moindres, parce que ce sujet de la transition écologique, il est très important et quand les sujets ont beaucoup d'enjeux, ils sont aussi la cible de nombreuses informations contradictoires et de greenwashing fréquent. Et donc, un des derniers points qui concerne cette transition écologique dans notre programme, c'est de mettre en place un groupe de réflexion et d'élaboration de projets pour permettre à tous les habitants d'y voir plus clair sur ces questions pour pouvoir faire les meilleurs choix en tout état de cause. Voilà. Dans notre équipe également, on a plusieurs profils qui sont très proches de ces problématiques-là. On a des artisans dans des pépinières d'entreprises d'éco-habitat. Il y a aussi un essayiste qui a écrit plusieurs ouvrages de référence sur l'extractivisme et sur la préservation des ressources. Et on a des personnes qui sont investies dans des associations nationales sur ces sujets. Très bien, merci beaucoup. Madame Belin, à votre tour. Alors en ce qui nous concerne, on souhaite au contraire asseoir une politique environnementale à juste titre sur la commune. Et on souhaite, parce que ça avait été promis en 2014 et que ça n'a pas été réalisé durant ce mandat, on souhaite faire bénéficier la population d'un outil qui permettra d'arriver à cela, c'est la création d'une maison de la nature. Cette maison de la nature, elle aura deux rôles principaux. Le premier rôle, ce sera évidemment d'asseoir donc une politique environnementale, comme je viens de le dire, en y adossant bien sûr
un volet d'éducation et de sensibilisation à l'environnement. Alors, il y a plein d'idées qui nous ont été remontées par les citoyens, et notamment une qui a attiré particulièrement notre attention, c'est la création d'un poste pour un agent qui serait appelé ambassadeur du tri. L'ambassadeur du tri, il aura pour vocation, effectivement, de se rendre dans les écoles, de se rendre dans les associations, de se rendre auprès des habitants pour promouvoir non seulement la bonne réalisation du tri sélectif qu'on croit tous bien faire, mais pour lequel on fait tous des petites erreurs, et aussi de louer les bienfaits du recyclage. Cette maison de la nature, elle permettra aussi, parce que c'est ce que nous pensons, d'isoler les activités de notre association communale de chasse, parce que pour l'instant, il est prévu qu'elle rejoigne la maison des associations, et nous estimons que ce n'est pas sa place, parce qu'il faut savoir que les chasseurs ondrés sont régulièrement sollicités par les services de la préfecture, sont réquisitionnés même, puisqu'il s'agit de battus sanitaires, pour venir à bout des nuisibles comme les sangliers, et il nous semble pertinent et juste que les activités liées à ces battus puissent se faire, je dirais, de manière tranquille, dans un local adéquat, avec des normes sanitaires respectées et hors d'autres publics, parce que forcément, quand on se met à dépecer et à découper des sangliers au milieu des autres associations, ça le fait moins bien. Pour continuer sur un autre sujet en rapport avec l'environnement et le développement durable, nous nous sommes aussi emparés, parce qu'effectivement, sur notre liste, nous avons des personnes qui sont extrêmement compétentes et aussi passionnées par ces sujets-là. Nous nous sommes emparés du sujet, avant la crise qu'on vient de connaître, du sujet de la résilience territoriale et de l'autonomie alimentaire. C'est des sujets qui paraissaient encore il y a quelques semaines extrêmement secondaires et utopistes pour un certain nombre de nos concitoyens, même si nous étions convaincus de leur importance. Et aujourd'hui, on voit bien, avec la crise qui s'est produite, combien ces projets-là seront des projets de société, des projets fondamentaux. Ces projets-là, évidemment, ils nécessiteront l'adhésion et la participation des citoyens et du plus grand nombre, parce que leur succès sera le résultat, évidemment, d'une prise de conscience collective. Alors, évidemment, il a été parlé des circuits courts d'agriculture de proximité. On peut évoquer aussi des potagers collectifs et partagés, des banques de semences locales. Les initiatives qui pourront être proposées sont multiples, mais encore une fois, elles se feront avec les citoyens, et ce sont des possibilités qui leur seront offertes. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Guyotto, à votre tour. Bien, la préoccupation environnementale est un sujet majeur à Ondres, mais comme en France, puis tout le monde connaît l'adage, penser global mais agir local. Et agir local, c'est ce que l'on fait déjà depuis de nombreuses années. C'est un petit peu l'ADN de Vivre Ondres et de l'équipe sortante, parce que nous avons jusqu'à présent beaucoup agi. Et dans notre programme, il y a encore beaucoup de choses à réaliser. Ce qui est intéressant, ce que je constate, c'est qu'avec mes concurrents, nous sommes d'accord pour partager cette préoccupation, et beaucoup de leurs promesses, ce sont des choses que l'on a déjà mises en place. En ce qui concerne la biodiversité, la commune a été un précurseur en la matière, que ce soit pour les espaces publics, mais aussi pour les espaces privés, en participant au travers du concours des jardins fleuris à diffuser cette notion-là. On a déjà réalisé, et c'est un travail qui se poursuit avec le CPIE du Seignance, la mise en valeur du lac d'Irieux, de l'étang du Turc, mais aussi de nos forêts avec l'ONF, qui sont des lieux à partager. Et puis, il faut le savoir, peut-être qu'on n'avait pas assez communiqué là-dessus, mais sur 6 ans, c'est à peu près 1000 arbres qu'on a plantés à l'occasion des différents projets, entre autres en partenariat avec des promoteurs. Donc, nous avons aussi, et nous poursuivrons en la matière, développé des bâtiments publics qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement, en particulier avec des puits canadiens, des constructions bois, des toitures végétalisées, des toitures photovoltaïques.
c'est un petit peu étonnant en ce qui concerne Madame Belin d'évoquer ce sujet-là, alors qu'elle a voté contre l'équipement en toiture photovoltaïque de nos ateliers municipaux, mais il doit y avoir une explication. Et puis, bien entendu, la réduction des déchets, c'est quelque chose qu'on a déjà mis en place depuis de nombreuses années, et l'ambition que l'on porte avec Vivronde pour la commune dans les années à venir, c'est de devenir une commune zéro déchet plastique. Donc ça, ce sont des objectifs ambitieux, mais qui sont tenables à partir de ce qu'on a déjà réalisé. Et puis, pour terminer, en matière de circuit court, eh bien, on travaille avec le CENIANS, parce que c'est une compétence majeure pour la communauté de communes, et plusieurs agriculteurs ont été installés sur notre territoire dans le cadre de ces circuits courts sur les communes voisines, et une parcelle est réservée pour ça à Ondres. Et entre autres, certains agriculteurs alimentent la MAP, la MAP ondraise, que la commune accompagne aussi. Voilà, donc pour tout ça, Vivronde a encore des belles promesses à tenir en la matière, et aussi en matière de déplacement, de voies douces et de transport collectif, mais peut-être qu'on en reparlera. Là, c'est le hasard des questions, on verra ce qui va revenir après. Là, la seule certitude que j'ai, c'est qu'on va parler de la jeunesse. Donc, pour cette série de questions, c'est Madame Belin qui démarre. Après, ça sera Monsieur Robert et on finira par Monsieur Guyotto. Alors, concernant la jeunesse, on prend la bonne question d'entrée. L'école, une évolution obligatoire. Laquelle? Les raisons de votre choix? Quel va en être le coût? Et quelle sécurité envisagez-vous pour gérer l'afflux de véhicules? Donc, il y a plusieurs demandes. Donc, j'en profite avant qu'on démarre pour rappeler qu'on a eu les thèmes, des programmes, des candidats, et on a eu des demandes aussi venant des téléspectateurs, et on a fait un mélange pour toutes les questions. C'est pour ça que là, l'école, on a préféré tout mettre, je dirais, d'un coup, parce que c'est un sujet, je sais, qui va demander à beaucoup de discussions. Madame Belin, c'est vous qui commencez. Votre choix, le coût, la sécurité, voilà tout ce qu'on vous demande. Alors, sur ce sujet-là qui est pour nous fondamental, nous avons été les premiers à proposer une réflexion sur la création d'un deuxième groupe scolaire. Cette idée a été ensuite reprise par d'autres, signe que c'était une bonne idée. Cette deuxième école, elle aurait plusieurs avantages. Le premier avantage, ça serait évidemment de désengorger l'école élémentaire actuelle. Les parents qui ont des enfants scolarisés à Ondres le savent, cette école est déjà une grande école, une très grande école, qui va bientôt compter 16 classes. 16 classes, c'est le maximum autorisé par la loi. Je le dis, mais je le dis sans aucune malice, parce que c'est pas drôle. Mais cette école à 16 classes, elle va bientôt plus ressembler à une usine qu'à un établissement scolaire élémentaire. La configuration actuelle de cette école de surcroît complique de manière importante l'arrivée sur site. Je m'explique, on est sur une école qui est imbriquée dans la mairie, comme ça se faisait au début du siècle. Voilà, l'école et la mairie ne faisaient qu'un. Et des fois, le maire était le directeur de l'école. Aujourd'hui, cette physionomie, cette typologie de notre école, elle nous pose souci parce qu'effectivement, on se retrouve avec des difficultés d'accès. Des difficultés d'accès qui créent une insécurité en termes de trafic aux heures d'entrée et de sortie des enfants à l'école, malgré les interventions de notre police municipale qui fait tout ce qu'elle peut, mais effectivement, ça crée des nuisances importantes. C'est donc posé à nos yeux comme évident cette idée de réfléchir à la création d'un deuxième groupe scolaire qui avait été abordé par bon nombre de Ondraises et de Ondrais. Ce projet, il se situerait évidemment idéalement côté ouest de la D810, c'est-à-dire côté plage, puisque du coup il aurait le double avantage d'abord de désengorger l'école actuelle et ensuite d'éviter les flux de circulation parasites le matin quand les parents viennent déposer leurs enfants de ce côté-ci de la D810, puisque même s'ils travaillent sur Bayonne, ils pourraient repartir via la route des Pins d'Ondres et Tarnos. Ça, c'est notre proposition et je suis confortée dans ce choix-là et dans cette idée que ça serait la meilleure idée pour Ondres et qu'il nous faut absolument la proposer
puisque récemment j'ai échangé avec le maire de la Benne. Il faut savoir que la Benne, enfin tout le monde le sait d'ailleurs, c'est une ville qui a la même typologie qu'Ondres, avec un côté bourg, un côté plage et la D810 au milieu. Et le maire de la Benne me disait sa satisfaction, et surtout celle des parents et des enfants, depuis la réalisation de l'école côté plage, et la sécurité, la quiétude qui avait été retrouvée et la qualité d'apprentissage optimale enfin retrouvée aussi pour les enfants. Donc j'ai envie de dire, soyons humbles, inspirons-nous de ce qui marche, et nous proposerons de lancer cette réflexion. Très bien, merci beaucoup. En numéro 2, je me suis trompé. Excusez-moi, en numéro 2, Monsieur Robert. Ok. Alors sur ce sujet de l'école, effectivement, il est revenu très souvent aussi au cours de nos réunions publiques. On voit bien que c'est une réelle demande des habitants. Et a priori, nous, on pense que ce n'est pas à nous, équipe municipale, de trancher cette question aujourd'hui. Ce sujet, il est tellement important que, comme l'urbanisme, c'est typiquement le genre de sujet qui devrait faire l'objet de ce qu'on a appelé un processus démocratique citoyen, dans lequel on mène une véritable réflexion avec les habitants pour prendre les décisions pertinentes à ce sujet. Alors, 3 éléments qu'on peut quand même avancer. Donc, c'est vrai, je l'ai déjà dit, effectivement, les habitants, par rapport au porte-à-porte, notamment qu'on a fait auprès de 300 familles ondraises, ils veulent plutôt une deuxième école que l'extension de l'école existante. Ensuite, si on regarde le cadre général, les différentes études, celles de l'OCDE notamment, expliquent que pour que l'apprentissage des élèves soit optimal, il ne faut pas dépasser 12 à 13 classes. L'argument qu'on fait valoir parfois, qui est de dire qu'il faut une seule école pour que tous les élèves se connaissent, ça signifierait que pour que les gens vivent en harmonie, il faudrait qu'ils se voient tous les jours. Si on poursuit cette idée-là ou cette métaphore-là, ça voudrait dire qu'en fait, que pour que les adultes ondrais vivent bien ensemble, ils habitent tous dans la même maison. En plus du cas général, donc, qui montre que les études... en plus du cas général, avec les études qui montrent donc, que les écoles de plus petite taille favorisent mieux l'apprentissage des enfants et ne doivent surtout pas dépasser 12 à 13 classes, on a le cas particulier d'Ondres. Madame Belin l'a déjà dit, effectivement, cette école, elle est construite aujourd'hui dans une parcelle très enclavée, avec un accès voiture inadapté, à la limite de la dangerosité. Et le projet d'extension qui prévoit un dépose-minute de 8 places à la queue leu les unes des autres n'est pas une réponse satisfaisante pour cela. Par rapport au coût de cette école, effectivement, cette histoire de coût, elle va revenir souvent sur tout un tas d'autres sujets. Et je pense qu'il ne faut pas raisonner point par point, mais qu'il faut avoir une réflexion globale à ce sujet. Le coût en lui-même, il n'a aucune signification. 3 millions d'euros, ce n'est pas la même chose selon que vous ayez 1 ou 20 projets à mener, et selon que le niveau de vos finances soit de 1 ou de 30 millions d'euros. Et ce n'est qu'une fois que vous avez toutes les cartes en main que vous pouvez faire des choix pertinents. Donc par rapport à ce coût, et de manière générale sur les projets, on a plusieurs éléments et on a une procédure qui est prévue. C'est d'abord, premièrement, de faire un audit financier de la commune par un cabinet indépendant pour tirer au clair la santé économique de notre commune. Ensuite, c'est de faire un chiffrage, un premier chiffrage de tous les dossiers d'ampleur, de tous les projets d'ampleur et des projets prioritaires qui ont été définis par les habitants. Et ensuite seulement, c'est de faire un arbitrage pour savoir ce qui peut être fait, dans quel ordre et à quelle date. Il n'est pas question pour nous de prétendre tout faire dans un programme, mais de s'inscrire sur du long terme et de chercher à faire correctement ce que nous allons faire. Je sais bien qu'en général, les candidats électoraux font des listes de campagne qui ressemblent un petit peu à des listes de Noël, mais nous faisons le pari de nous adresser à la raison des gens et pas à flatter leurs désirs pour en faire des illusions. Merci beaucoup. À votre tour, Monsieur Guillotot. Bien, donc effectivement, comme l'ont dit à la fois Sébastien Robert et Eva Belin, ce sujet est un sujet majeur dans cette campagne, parce que la campagne tombe au moment où effectivement l'école élémentaire arrive à une taille critique, et les parents, effectivement, depuis déjà maintenant, on va dire 2 années scolaires, nous interrogent sur ce souci. Et donc, on a plusieurs fois déjà abordé cette question de l'école. Et l'inquiétude des parents est légitime parce que les parents
confient à la commune, confient à l'école, ce qu'ils ont de plus cher, c'est leurs enfants. Donc évidemment, l'idée générale, hein, c'est qu'on se préoccupe avant tout de l'enfant. La politique de l'enfance et de la jeunesse à Ondres, hein, c'est une vieille histoire, c'est l'ADN de la commune depuis maintenant plusieurs mandats. Et cette question de l'évolution de l'école élémentaire, hein, nous la travaillons depuis plusieurs années avec les parents, avec les enseignants, avec les élèves. Hein. On rencontre régulièrement le gouvernement des élèves de l'école hein, dans le cadre des pauses méridiennes. Et donc c'est très intéressant de discuter avec les enfants en direct et de voir quelles sont leurs attentes par rapport à ça. Ce qui est intéressant dans toutes ces concertations, c'est cette volonté de se préoccuper hein, de l'enfant en premier. Dans les concertations avec les élus d'opposition ou dans les concertations avec les parents d'élèves et la population plus générale, juste une petite parenthèse, on n'a jamais vu hein, Sébastien Robert participer à ces concertations. Et pourtant, on en est à la 8e ou à la 9e version de ce projet d'évolution qui ne cesse d'être transformé et d'être amélioré. Donc, l'idée, c'est d'aller vers une école unique ou de 2 écoles, peu importe. Ça, c'est le choix plutôt de l'éducation nationale à l'avenir qui le dira. C'est aussi ça la concertation, à tenir compte de ce que souhaitent les enseignants et l'éducation nationale. C'est ce qu'on a fait aussi dans le cadre de la semaine des 4 jours. 16 classes, ce n'est pas un maximum légal. Hein. Il y a des communes qui ont des écoles beaucoup plus grandes que 16 classes. Par contre, c'est une taille critique qui nous semble importante de ne pas dépasser. Cette évolution de l'école permettra plus d'espace pour les enfants, permettra une meilleure organisation, permettra d'avoir sur place tous les équipements nécessaires des salles d'animation, un dojo multisport, une halle de sport, un 2e centre de loisirs, un nouveau restaurant scolaire. Tous les équipements nécessaires à la vie de l'enfant tout au long de la journée seront regroupés au même endroit et permettront de manière très tranquille, en respectant le rythme de l'enfant, d'apporter tous les enseignants nécessaires, tous les enseignements nécessaires aux enfants. En ce qui concerne l'accès de l'école, qui est un vrai sujet, aujourd'hui on a 30 places de stationnement pour accéder à l'école. Le projet qui a été travaillé présente maintenant presque 80 places de stationnement, mais à des endroits différents. Parce que justement pour sécuriser et faire en sorte que les enfants cheminent plus facilement à pied, à vélo, depuis le transport en commun vers l'école, les abords de l'école seront apaisés dans le cadre de la rénovation de la route de Saint-Martin et comme ça, ces problèmes de sécurité et d'accès seront réglés. Le coût global, il a été estimé, travaillé, et je rejoins en cela Sébastien Robert de dire que sur un mandat, il faut envisager tous les investissements du mandat, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais cette école que l'on envisage sur 5 ans, elle est d'un coût de à peu près 4 millions d'euros selon les premières estimations, avec un coût réel pour la commune, un reste à charge, si on enlève les subventions, d'environ 2,5 millions. Voilà pour ce projet qui est majeur pour notre mandat et qui permettra de respecter le rythme d'enfant et le rythme de l'enfant parce que l'enfant est essentiel pour nous à Ondres. Très bien, merci beaucoup. Alors justement, puisqu'on a parlé de coûts, c'est le 4e thème, maîtrise des finances. Maîtrise des finances, ça sera M. Guyotto qui commencera, suivi de M. Robert et pour terminer, Mme Belin. Donc, maîtrise des finances, on est parti. Sur quelle question va-t-on tomber? Jusqu'ici, on a eu de la chance, on continue. On est dans l'actualité, le Covid-19. À la suite de la crise du Covid-19, quelles sont les actions que vous envisagez de mettre en place pour relancer l'économie locale? Monsieur Guyotto, c'est à vous. Donc les finances, c'est toujours aussi un sujet majeur dans une campagne électorale. Là, on est sur une partie plus d'actualité concernant ces finances. La période est extrêmement difficile pour un certain nombre d'entreprises de la commune. Depuis le début de cette crise, on est en contact permanent avec les entreprises, en particulier les commerçants, les plus petites entreprises de la commune, mais aussi
des plus grosses PME et surtout les entreprises touristiques et de restauration. La compétence développement économique et accompagnement, elle est exercée par la communauté de communes et dès le début de la crise, j'ai fait en sorte, avec ma casquette de président de la communauté de communes, de participer au fonds, de faire participer la communauté au fonds régional avec 54 000 € qui sont dédiés aux entreprises de notre secteur et les entreprises ondraises vont bénéficier de cette aide. Au niveau de la commune, on est plus dans l'accompagnement humain, dans l'accompagnement en ce qui concerne les entreprises de tourisme, hein, on leur fait économiser le coût de la navette, par exemple, cet été, et on est dans la mise en relation avec d'autres instances. Les conséquences financières de la crise, aussi bien pour les entreprises que peut-être pour la commune, malheureusement, je crains qu'on en parle encore pendant de nombreux mois. Très bien. Monsieur Robert, c'est à vous. Merci. Alors pour relancer une économie locale, encore faudrait-il qu'il y en ait eu une avant, parce que le différentiel entre les promesses de 2014 et les résultats de 2020 est colossal. J'ai participé et je suis venu écouter justement une réunion publique où M. Guillotot justifiait le fait que les allées shopping n'avaient pas vu le jour, et puis pour expliquer les emplois créés, était obligé de citer la venue du projet du Belvédère en fait, qui se déplace, donc des projets qui ne sont même pas encore venus et qui vont venir après. Mais l'important n'est pas là. Pardon. Cette question, pour nous, elle n'est pas liée au Covid. D'abord, il serait irresponsable de vouloir tirer aujourd'hui les conséquences de cette pandémie. C'est trop tôt, il faut avoir plus de recul pour le faire correctement. Et nous tâchons de nous inscrire dans des réflexions à long terme pour notre gestion et pas de gérer en réaction immédiate à des événements quels qu'ils soient. La crise du Covid a surtout montré aux derniers qui refusaient de le voir, parce que beaucoup d'observateurs alertaient déjà sur ces sujets-là, 2 points majeurs. D'abord, la grande fragilité d'une société où la dépendance des uns aux autres est totale et planétaire. Et deuxièmement, l'incapacité d'un pouvoir centralisé et vertical à répondre correctement à ces problématiques. Une plus grande autonomie locale, qu'elle soit alimentaire, énergétique ou politique, paraît être une bonne voie. Et c'est celle qui est portée par l'esprit général de notre projet. Pour nous, donc, pas de récupération politique court-termiste, pas de changement particulier, plutôt la confirmation de l'intérêt de notre démarche. Très bien. Merci beaucoup. Madame Belin, à votre tour. Sur ce sujet du développement économique, j'invite chacun à faire très attention aux promesses de circonstances. Je rappelle, si besoin, qu'en 2014, au moment des élections municipales, le maire sortant a été élu en promettant 1500 emplois sur le site des allées shopping. On voit bien ce qu'il en est aujourd'hui. J'invite donc chacun à rester extrêmement prudent et extrêmement mesuré et critique face à des promesses démesurées sur des sujets essentiels. Globalement, en ce qui concerne la liste Ondres avec vous, sur le sujet des finances, nous restons pour notre part extrêmement prudents et mesurés, parce que, tout simplement, nous ignorons à peu près tout de la réalité financière précise de la commune d'Ondres. Les seuls éléments dont nous sommes certains sont pour le moins inquiétants, il faut avoir le courage de le dire. Je ne donnerai pas beaucoup de chiffres ce soir, parce que les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Il y en a un qui met à peu près tous les spécialistes qui étudient la santé financière des collectivités d'accord, un chiffre qui fait consensus, c'est ce qu'on appelle la capacité de désendettement d'une commune. Alors la capacité de désendettement à Ondres, on va la regarder au début du mandat qui s'achève, c'est-à-dire les chiffres de fin 2013, et à la fin de ce mandat-ci. La capacité de désendettement d'Ondres, elle est passée, je relis mes notes, de 6,6 ans en 2013 à 15,8 ans à la fin du mandat. Alors au-delà de la valeur absolue qui est forcément alarmante, la rapidité de dégradation de ce ratio nous inquiète profondément. Donc je rejoins effectivement ce que disait Sébastien Robert sur la nécessité, dès le début du mandat, de faire procéder à un audit financier pour pouvoir disposer de données fiables, de données précises et de données neutres sur la santé financière de la commune. Et nous nous engageons aussi à ce que les résultats de cet audit soient présentés de manière publique par le cabinet indépendant lui-même pour éviter toute polémique sur les résultats et qu'il y ait toute transparence. Donc les habitants auront à ce moment-là le résultat. Très bien, merci beaucoup.
Donc on va entamer la dernière thématique qui est l'urbanisation. Donc je vais juste faire un petit point sur le décompte puisque Eva Belin 6,49, M. Guyotto, Éric Guyotto 6,33, M. Sébastien Robert 8,47. Donc vous pouvez parler, vous exprimer un peu plus pour essayer qu'on reste équilibré parce que ça va aller vite. D'accord? C'est juste une petite info, même si vous l'avez. Donc pour démarrer, ça sera M. Robert pour commencer. Nous continuerons par Mme Belin et nous finirons par M. Guyotto. Question. Un logement pour tous à Ondres. Est-ce une question que vous avez prévu de résoudre pendant votre mandature? Et si oui, comment et pour quel coût? Donc les gens demandent souvent combien ça coûte. Bon, cette question du logement pour tous, elle est effectivement liée de toute façon à la question de l'urbanisation de la commune. On ne peut pas vraiment les dissocier. Comme je le disais tout à l'heure pour la seconde école, cette question de l'urbanisation, c'est aussi une des préoccupations majeures des habitants. Et donc, ça devrait faire, selon nous, l'objet aussi d'un processus démocratique citoyen, mais ce sera aux habitants de choisir s'ils le veulent ou pas. Quoi qu'il en soit, il faut étudier effectivement avec les habitants quelle est leur volonté d'accueillir plus, moins ou autant d'habitants que l'augmentation démographique de la région, qui est de l'ordre de 1,5% par an, alors qu'aujourd'hui, le PLH nous demande d'accueillir environ 3,5 à 4% d'habitants par an. Donc c'est lié à l'urbanisation, et à l'urbanisation, il y a aussi un certain nombre de considérations qu'il faut prendre en compte. On dit que le PLH, donc qui est le plan local d'habitat, obligeait la commune d'Ondres à produire 600 logements nouveaux sur la période 2014-2020 et obligera cette même commune à produire 675 logements nouveaux sur la période 2020-2026. Ces chiffres sont présentés comme une obligation. Si c'est une obligation, ça veut dire que leur non-respect entraîne une sanction. Entre 2014 et 2020, 475 logements ont été produits. Donc, si c'est vraiment obligatoire, effectivement, cette pénurie de logements par rapport à la demande constitue une faute grave. Soit ça n'est pas une obligation. Et en fonction des éléments dont nous disposons, c'est effectivement ce que nous pensons plus tôt. Et alors, à ce moment-là, les 675 logements prévus pour les années 2020 à 2026 ne constitue qu'un choix politique. Et ce choix politique, il revient donc aux habitants. Et notre rôle, à nous, c'est de faire la lumière sur ces sujets pour ensuite pouvoir faire nos choix de concert avec les Ondrais. Très bien, merci beaucoup. Donc, deuxième personne à répondre, Madame Belin. Ce qui nous concerne, c'est vrai que le problème du logement revient souvent dans les discussions. Encore la semaine dernière au marché, un couple me disait nous, on repart d'où on vient de Vendée, on voulait s'installer ici, mais on ne peut pas, on ne trouve rien. Et c'est vrai que c'est un problème. Alors là, en l'occurrence, c'était des retraités, mais pour nos jeunes, c'est encore plus dramatique parce qu'effectivement, pour certains, ils ont la chance d'avoir un travail ici, ont du mal à se loger. Mais le problème du logement, ce n'est pas un problème purement ondré, c'est un problème au niveau du territoire et même au-delà de ça, au niveau de notre bassin de vie tout entier, compte tenu de la forte tension foncière qu'on connaît bien. De manière générale, sur nos choix en termes d'urbanisation, je tiens à souligner simplement qu'il faudra qu'ils tiennent compte de ce que nous qualifions de nécessaire mixité sociale et intergénérationnelle, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Les problématiques ensuite du logement vont de pair pour nous avec les problématiques liées à l'emploi. Les deux sont intimement liés. Il nous faudra donc trouver des leviers à activer pour relancer l'emploi et en créer sur notre territoire, en relançant le développement économique, notamment en actant l'échec de certains projets passés comme celui des allées shopping, j'en ai déjà parlé, et certainement en faisant preuve aussi d'audace et de réflexion collective et en s'appuyant sur les experts du territoire en matière d'emploi. Je veux parler bien sûr notamment du comité de bassin d'emploi. Créer de l'emploi local, ça permet évidemment de favoriser l'accès au logement parce que quand on trouve un emploi sur place et quand on a un emploi, on peut plus facilement se loger, on a des revenus. Mais ça permet aussi de limiter les problèmes liés à la mobilité. Donc il nous faudra, et ça va être un gros enjeu, étudier et gérer ces trois problématiques de concert et essayer de faire preuve de pragmatisme et surtout d'une vision d'ensemble pour que tous ces leviers puissent être actionnés et fonctionnent ensemble.
Très bien, merci beaucoup. Monsieur Guillotot, à votre tour. Bien, le logement à Ondres, comme dans toute commune attractive, il est fondamental comme sujet, d'abord pour les habitants de la commune, parce que quand on vit une commune attractive, on a envie d'y rester, et nos jeunes ont envie d'habiter ici. Donc il faut savoir que dans les 600 logements qui ont été produits depuis 6 ans sur la commune, 200 ont été produits en logement accessible et donc attribué quasi exclusivement à des habitants de la commune. Et c'est cette politique-là, avec le Seniance, puisque c'est le Seniance, la communauté qui accompagne le financement de ces logements accessibles, il va falloir continuer de produire des logements accessibles. Mais la question, ce n'est pas tellement de savoir si on peut aller à l'encontre de cette urbanisation de la commune, c'est de plutôt savoir quelle urbanisation on souhaite pour la commune. Et donc vous connaissez tous le projet d'écoquartier des Trois Fontaines, qui est une autre façon d'habiter la commune dans un espace plus vert, avec davantage d'équipements publics, et on crée une véritable vie de quartier et on sort du schéma que nous connaissons jusqu'à présent. Donc l'idée en ce qui concerne le logement, moi j'étais un des premiers concernés. Ça ne fait jamais plaisir aux habitants de voir pousser une résidence à côté de la maison d'à côté, mais il faut, pour accueillir du monde, et en particulier les Ondrais qui souhaitent rester dans la commune, il faut les construire, ces logements. Moi, je ne sais pas bien comment on promet des logements pour tous sans les construire. Très bien, merci beaucoup. Donc, nous venons de faire un premier tour sur l'ensemble des thématiques qui avaient été souhaitées par les gens d'être abordées. On va repartir pour un second tour. Donc, comme on en a discuté avant, la différence, c'est qu'on ne va pas repartir pour faire tous les thèmes. Chaque candidat, au moment où il commencera, choisira le thème qu'il veut aborder. Donc, pour cette première question, la numéro 6, je prends une petite fiche parce qu'il a fallu faire des tirages au sort. C'est Madame Eva Belin qui choisit le thème. Écologie. Alors, comme je ne maîtrise pas tout, l'écologie est là. Donc, c'est parti. Donc, ça sera en deuxième position Monsieur Guillotot et en troisième position Monsieur Robert. Alors, en écologie, eh bien, la question est très simple. Avez-vous prévu un maillage de la commune par des voies douces et vertes ? Alors ce sujet, il a été, je ne vais pas dire délaissé, mais il a été traité de manière curieuse durant ce mandat. Je vais citer qu'un seul exemple que tous les Ondrais ont bien présent à l'esprit, c'est celui du chemin du Klaus, où une piste cyclable est effectivement prévue. Cette piste cyclable, finalement, elle va nous amener de ce qu'on appelle, nous, le rond-point du garage Cazaux, jusque finalement à la route de Beyre. À la route de Beyre, vous arrivez, vous pouvez évidemment continuer sur la route de Beyre et vous vous retrouvez, les Ondrais connaissent bien aussi, au carrefour Bertrix. C'est, pour être clair, le carrefour le plus dangereux de la commune, avec un tourne à gauche dont la moitié des gens, et même plus en été, ne sait pas bien comment il fonctionne. Et quand vous vous retrouvez à ce carrefour Bertrix, avec votre vélo, vous vous trouvez mêlé à la circulation, c'est-à-dire mêlé aux voitures, mêlé aux bus, mêlé aux camions. C'est curieux comme façon de procéder et à notre sens, il aurait mieux valu faire un schéma d'ensemble, réfléchir en amont, faire un état des lieux de l'existant, étirer le réseau existant, partir pourquoi pas des écoles, mais en tout cas pas faire des tronçons comme ça où les gens finalement se mettent en danger puisqu'ils se retrouvent dans des endroits où après il n'y a plus de continuité cyclable. C'est dommage qu'on n'ait pas pu aborder du coup le sujet des transports en commun parce que là aussi on était les seuls à avoir une proposition pour faire venir le bus à Ondres, mais ça ne rentre pas tout à fait dans le cas des voies douces et des voies vertes. Alors vous avez j'ai 3 fini. minutes libres après pour voilà. En parler si vous le désirez. Monsieur Guillotot, à vous. Donc, en ce qui concerne ce sujet, je vais être extrêmement rapide puisque justement, il y a eu là aussi beaucoup d'ateliers participatifs pour créer le fameux schéma qu'appelle Eva Belin de ses voeux. Et ce schéma, il est en cours de développement et le cas de Bertrix, du carrefour de Bertrix, sera traité à la rentrée une fois que les travaux de mise en séparatif des réseaux d'eau seront réalisés. Et le bus, on pourra en reparler aussi, effectivement. Vous avez, vous aussi, 3 minutes pour en parler si vous le désirez.
Monsieur Robert, à vous. Alors vous pouvez en parler tout de suite si vous le désirez, il n'y a pas de problème. Non, malheureusement, je vais faire court aussi sur cette question. On en a plein d'autres encore, rassurez-vous. Cette question des voies douces, ça a constitué le deuxième point par ordre de priorité du programme tel qu'il a été défini par les habitants qui ont participé à nos réunions publiques. Donc l'idée, c'était de mettre en place un réseau de voies cyclables via un plan de déplacement urbain qui permettra une utilisation quotidienne et pas seulement une utilisation de loisirs ou touristique de ces infrastructures. Avec ces considérations sur les pistes cyclables, il y a aussi les considérations de déplacement piéton sur les abords de différentes voies, et notamment des voies qui sont aujourd'hui considérées dangereuses par les habitants, et particulièrement aussi pour les personnes en situation de handicap. Au cours du porte-à-porte que nous avons réalisé, nous avons eu plusieurs témoignages de personnes en situation de handicap qui nous faisaient part de la peur qui était la leur quand elles devaient emprunter l'avenue du 11 novembre. Et elles ont aussi indiqué nombre de lieux où leur déplacement était simplement impossible en raison soit de pentes trop fortes, soit de graviers, etc. Donc il y a certainement beaucoup d'améliorations à apporter sur ce sujet-là. Et c'était effectivement un des sujets préoccupants majeurs qui ont été déterminés par les habitants. Très bien, merci beaucoup. On va attaquer la 7e question. Thématique que vous choisissez, Monsieur Guillotot. Alors, la thématique que je vais aborder rapidement mais clairement, c'est les finances de la maîtrise des finances. Donc, il m'en reste, j'en ai deux. J'en prends une au hasard. Quel est le montant du budget prévu pour les projets que vous avez envisagés pendant cette prochaine mandature? Monsieur Guillotot. Bien, donc en ce qui concerne les finances, je l'évoquais tout à l'heure, il faut avoir une réflexion globale et avec l'équipe, on y a travaillé depuis le mois de septembre à cette vision globale et on a prévu un plan pluriannuel d'investissement sur l'ensemble du mandat qui s'élève à peu près à 10 millions d'euros sur l'ensemble du mandat si on fait exception des travaux de voirie et à 2 millions de plus en ce qui concerne la voirie. Donc la question c'est comment on peut financer ce plan d'investissement? Bien, c'est simple. Comme la commune est en très bonne situation financière, il y a de l'autofinancement tous les ans. On transforme du patrimoine. Tous les ans, on achète du patrimoine foncier, mais aussi on en revend, qui nous permet de réinvestir. Et puis enfin, notre dette ayant tellement baissé sur ce mandat, c'est pas moi qui le dis, c'est l'audit quotidien du comptable public. La dette en 2020 est à 4,4 millions et donc elle va continuer de baisser si on ne réemprunte pas, ce qui nous donne un potentiel d'endettement pour rester au même niveau de 3 millions sur le mandat. Je terminerai juste sur ce sujet par citer le comptable public qui confirme bien que nos comptes sont justes et d'ailleurs on peut trouver ça sur le site de la commune quand on n'assiste pas aux conseils municipaux. Monsieur Robert, c'est à vous. Comme je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, effectivement, pour nous, il est impossible de fixer complètement un budget puisque la santé financière de la commune pose véritablement question, raison pour laquelle donc, nous avons prévu un audit financier de la commune par un cabinet indépendant. Puisqu'effectivement, la municipalité communique sur certains chiffres. Sur la dernière brochure qui présentait le bilan 2014-2020, il était fait état d'une dette de l'ordre de 5 millions d'euros. Et pourtant, quand on regarde les chiffres officiels qui sont ceux du ministère de l'économie, on trouve une dette de l'ordre de 7 millions d'euros et un endettement par habitant qui est affiché donc, par la municipalité légèrement supérieur à la moyenne des villes de population équivalente, de 10% supérieur. Mais si on regarde sur les chiffres officiels, on a plutôt un endettement de l'ordre de 50%. Donc toutes ces données-là posent vraiment question et méritent éclaircissement avant de pouvoir effectivement s'engager sur un budget, puisque nous n'avons pas les éléments nécessaires pour dresser ce budget de manière convenable aujourd'hui. Très bien. Madame Belin, à vous. Je reviens juste sur la qualification des comptes de la commune par la trésorerie. Heureusement que nos comptes sont justes, sinon ça voudrait dire qu'ils sont faux. Et des comptes faux, ça serait quand même embêtant pour une collectivité. En tout état de cause, des comptes justes ne veulent sûrement pas dire une bonne santé financière. Ceci étant dit, je vais être là aussi très critique. Celui qui aujourd'hui vous donne des chiffres vous vend du rêve. Soyons clairs,
parce que les projets, ils se chiffrent quand ils sont parfaitement dimensionnés et quand on sait précisément ce qu'on souhaite réaliser. Notre volonté, c'est justement de ne rien décider et de ne rien chiffrer tant que les habitants n'ont pas travaillé sur les projets. Donc les chiffrages, ils dépendront évidemment d'abord du résultat de l'audit, mais aussi du résultat du travail collectif que nous entendons mener sur chaque projet. Je vous donne un exemple concret, ça va aller vite. On nous a parlé pendant longtemps d'une piscine intercommunale. Alors c'est une petite piscine, sans grande prétention, mais qui suffisait pour que tous les enfants du Seignanx puissent aller apprendre à nager, avec des frais de fonctionnement, du coup, qui étaient parfaitement contenus. Ce projet, il était chiffré à 4 millions d'euros. Et puis, chemin faisant, j'allais dire les élus, non, certains élus, dans leur coin, sans rien demander à personne, ont estimé que les habitants avaient besoin d'un équipement aquatique. Alors, un équipement aquatique, ça sonne bien, c'est pompeux comme nom, c'est joli. Par contre, le coût d'un équipement aquatique, c'est plus de 10 millions d'euros. Et les frais de fonctionnement ne sont pas exactement les mêmes. Alors voilà, pour nous, c'est simple, pas de chiffrage sans travail collectif pour évaluer parfaitement les besoins et dimensionner au plus juste les projets. Très bien. On va attaquer la dernière question, a priori. Donc là, on va attaquer, comme j'ai Mme Belin qui a commencé une question, M. Guyotto a commencé une question, je pense qu'il est logique que M. Robert, pour la dernière, la commence et que vous choisissiez un thème. Donc, allez-y. Alors, sur la commune, s'il vous plaît. Alors, la commune. Sur quels critères avez-vous créé votre programme? C'est moi qui commence à répondre, c'est ça? Oui. Ouais, okay. Alors d'abord, notre liste, elle ne défend pas un programme, mais elle défend un projet. Ce projet, il est composé effectivement d'un côté d'un programme, qui est plutôt une liste d'actions et de mesures qui sont envisagées, mais elle est complétée par une méthode qui sert à garantir le respect de ce programme. Parce que sinon, un programme peut se résumer à une liste de promesses dont on sait très bien qu'elle n'engage que celui qui les croit. Notre programme, par contre, notre projet, il a été construit avec les habitants en totale transparence. Donc ça a été un des critères en fait de la mise en place de ce projet. Ça a été de faire des réunions publiques pour mettre en place ce projet, pour l'élaborer avec les habitants. Donc les critères, c'était que ces réunions étaient ouvertes à tous, que les gens avaient l'assurance de leur libre expression et d'être correctement pris en considération. On a utilisé aussi des outils d'intelligence collective pour pouvoir prendre ensemble des décisions, et ce, en toute transparence. Chaque réunion publique a fait l'objet d'un compte-rendu qui était diffusé à chaque participant et auquel chaque participant était invité à faire proposition de ces modifications s'il estimait qu'il y avait eu des omissions ou des manques dans ces comptes-rendus. Cette transparence, on la retrouve tout au long du projet par des documents signés qui constituent aujourd'hui notre projet tel qu'il a été élaboré. Et ces documents, ils ont été signés donc, par tous les candidats de notre liste et ils ont été mis en ligne sur nos différentes pages Facebook et nos sites Internet. Très bien, merci beaucoup. À vous, Madame Belin, de dire quels sont les critères sur lesquels vous avez établi votre programme. Alors, je rejoins Sébastien Robert et la liste Andromus citoyenne sur le choix des mots. Ils ont leur importance. Nous, on parle aussi de projet. Et ce projet, il ne se crée pas avec des critères, comme il est dit dans la question. Ce projet, il a été co-construit depuis des années, depuis 2014 que nous avons commencé à travailler avec un certain nombre de collègues, avec les habitants, les remontées de terrain et aussi en fonction de l'évolution du territoire. C'est pour ces raisons que j'aime à dire souvent qu'il est ambitieux et aussi réaliste. Ce projet, c'est, je l'ai dit, le fruit d'un travail collectif, même partenarial de longue haleine, et il repose, c'est essentiel, sur des valeurs fortes de solidarité, de respect, d'égalité et aussi de proximité. C'est pas, comme on le voit souvent, un catalogue de promesses. Pour nous, c'est plutôt un fil conducteur de l'action que nous proposons et de la façon dont nous proposons aux Ondraises et aux Ondrais de se saisir de leur cadre de vie. Très bien, merci beaucoup. À votre tour, Monsieur Guyotto. Le projet que l'on propose pour les Ondrais, il s'inspire avant tout des besoins des habitants de la commune. Il faut
reconnaître quand même que les candidats, que ce soit des élus actuels ou que ce soit des nouveaux candidats, ce sont avant tout des habitants de la commune, ce sont des citoyens de la commune. On est tous intégrés dans cette commune, on aime tous notre commune et on a tous envie de rendre ce que la commune nous a apporté depuis qu'on y est installé. Donc le but, c'est de travailler dans l'intérêt général en réponse aux attentes des Hondrais que l'on côtoie tous les jours, sous différentes formes de concertation et d'échange. Donc le projet que l'on vous propose répond avant tout aux attentes des Hondrais et il vise surtout à être co-construit dans l'action, je le répète encore une fois. Très bien, merci beaucoup. Alors je jette un coup d'œil au temps, 42 secondes pour Madame Belin, 1,56 pour M. Guyotot et 2,56 pour M. Robert. Alors, comme je vous l'avais dit, il y a une question surprise et je pense que vu le temps qui reste, c'est le moment de la poser. Alors, cette question surprise, vous allez essayer, en fonction du temps qui vous est imparti, de ne pas dépasser le 0. Alors, on a fait le tirage au sort aussi. Là, c'est bon, je ne me trompe pas. Premier à répondre, M. Guyotot. Deuxième, Mme Belin. Troisième, M. Robert. Maintenant, je vous donne la question. Je fais comme dans les émissions nationales, je fais durer le suspense. Être candidat, c'est défendre une philosophie. Comment voyez-vous la notion de pouvoir, M. Guyotot? La notion de pouvoir, en écho à ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est avant tout le pouvoir d'agir dans l'intérêt public et d'agir pour les habitants de la commune. Cette notion de pouvoir, elle a aussi une forte dimension collective. Ce n'est pas un maire qui se présente seul, on n'est pas dans le cadre d'une élection départementale par exemple, on est dans le cadre d'une élection municipale où on se présente à 30. Et l'équipe qu'on a constituée, forte de ses compétences, forte de ses complémentarités, forte de son implication dans la vie associative, cette équipe a particulièrement envie, parce qu'elle aime sa commune, d'agir pour sa commune. Donc moi, ce que je retiendrai de cette notion de pouvoir, c'est ce pouvoir-là, le pouvoir d'agir pour l'intérêt général. Et rappeler que nous sommes tous avant tout des citoyens qui agissons pour le bien collectif. Très bien, merci beaucoup. Madame Belin, à votre tour. Je fais vite. Oui. Tout d'abord, je ne suis pas absolument d'accord avec le postulat de départ. Être candidat, c'est pas défendre une philosophie. Être candidat à une élection, quelle qu'elle soit, c'est proposer finalement de se mettre au service d'une collectivité et de ses habitants. On ne défend rien, on propose ses services et ses valeurs. De la même manière, je ne suis pas très à l'aise non plus avec la notion de pouvoir, qui est sous-jacente finalement à l'exercice d'un mandat électoral. En France, et c'est comme ça, on personnalise beaucoup trop la politique. Et pour nous, il n'y a pas d'homme ni de femme providentielle, mais bien une équipe qui travaille main dans la main avec tous les acteurs du territoire, que ce soit les habitants, les agents et aussi les partenaires du territoire. Merci beaucoup. À votre tour, M. Robert, de répondre à cette question. Alors je suis ici aujourd'hui par le résultat d'un processus qu'on a appelé, qui s'appelle une élection sans candidat. C'est-à-dire qu'au départ de notre projet, il n'y avait pas de candidat autoproclamé. Et c'est au cours des réunions publiques que les personnes qui participaient ont désigné leur tête de liste parmi les différents volontaires pour faire partie de cette liste. Donc le pouvoir pour moi est quelque chose d'assez étranger et je vais plutôt répondre en illustrant en fait le rôle relatif que doit avoir, selon nous, l'élu et le citoyen. Pour nous, l'élu, ça ne doit pas être un leader qui saurait mieux que l'habitant ce qui est bon pour lui. L'élu, il est là pour conjuguer son expertise éventuelle et l'expertise aussi des employés de la municipalité avec ce qu'on appelle l'expertise d'usage de l'habitant qui, du fait qu'il habite concrètement tous les jours son territoire, a un œil avisé sur ce qu'il vit au quotidien. L'élu, il a pour vocation, selon nous, d'orchestrer les avis divergents au sein de la société, de la commune ici en l'occurrence, pour réduire ces divergences par le dialogue contradictoire, et puis à l'issue de ce dialogue, éventuellement pour arbitrer, pour prendre la décision la meilleure, la plus en lien avec la volonté des habitants et le bien commun pour sa commune. Pour faire une espèce de métaphore,
Pour nous, l'élu, il est un peu comme... il est à la société ce que l'architecte est à une famille qui décide de construire sa maison. Une famille, elle n'a pas forcément les connaissances pour construire une maison. Par contre, elle sait très bien si elle veut 2, 3 chambres, une piscine, tel terrain, etc. Et donc, elle vient avec ce cahier des charges voir l'architecte qui écoute la demande de la famille et qui, en fonction de ça, éventuellement, peut souligner des incohérences en disant, écoutez, si par exemple vous avez un budget de 100 000 euros mais que vous voulez construire un château, il va falloir faire des choix. Mais ce n'est pas à l'architecte, en fonction de ses compétences, de décider de faire ses choix pour les habitants. C'est à lui de donner les éléments à la famille pour faire son choix en fonction de critères éventuellement contradictoires. Et si jamais au sein de cette société, au sein de cette famille, les gens n'étaient pas d'accord, l'architecte peut aussi prendre ses responsabilités en tranchant, en disant, écoutez, là vous avez du mal à décider, je m'engage et je prends cette décision pour vous parce que j'ai étudié toutes les composantes et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Mais à ce moment-là, il faut qu'il accepte de mettre en jeu son emploi, sa mission auprès de cette famille, comme l'élu doit accepter de mettre en jeu son mandat auprès des habitants. Très bien, merci beaucoup. Donc maintenant, on va passer à l'expression libre, puisque chacun va... Donc dans le cas de Mme Belin, vous avez 3 minutes. Dans le cadre de M. Robert, vous avez 3 minutes 18. Et dans le cadre de M. Guyotto, vous avez 4 minutes et 3 secondes. Voilà. Les chronos ont été remis au bon temps. Donc, pour commencer, Monsieur Guyotto, vous démarrez 4 minutes 3 secondes pour exprimer, dire ce que vous avez à dire aux habitants d'Ondres. Alors, pour terminer ce débat qui était particulièrement riche et intéressant, on a pu confronter un certain nombre d'idées. Ça nous a permis un petit peu d'élever le débat qui, en ce moment... malheureusement, n'est pas tout à fait à ce niveau. Donc, je voudrais juste revenir sur 2 points avant de conclure. Un sujet qui n'a pas du tout été évoqué ou de manière excessivement subliminale, c'est le bus à Ondres, puisque c'est un sujet qui nous est régulièrement remonté par les habitants et en particulier les personnes âgées qui ont des difficultés à se déplacer, qui ne peuvent plus ou ne veulent plus prendre la voiture. Donc, il faut savoir que depuis 2 ans, au sein de la communauté de communes, nous travaillons à ce projet pour faire venir le Chrono Plus jusqu'à Ondres, avec un circuit adapté à notre commune. Il faut savoir que la loi d'orientation des mobilités est passée l'année dernière et que cette loi, maintenant, nous impose une seule solution. Donc, il faudra y travailler, et j'espère de manière complètement unanime sur ce sujet. La seule solution possible désormais pour faire venir le Chrono Plus à Ondres, c'est que la communauté de communes se dote de cette compétence mobilité et qu'elle puisse déléguer cette compétence au syndicat des mobilités qui gère le Chrono Plus, et c'est uniquement dans ce cadre-là que le bus pourra venir à Ondres et desservir l'agglomération. Dans l'idéal, le projet qu'on avait travaillé, c'était aussi une connexion avec la commune de la Benne pour permettre aussi à nos jeunes, à nos ados en particulier, d'échanger avec leurs amis collégiens des communes avoisinantes au nord de chez nous. Non seulement cette solution maintenant est désormais la seule possible, la loi L'Homme étant passée par là, mais en plus, financièrement, c'est la plus raisonnable pour la commune, puisqu'il faut savoir que dans ce cadre-là, la commune ne participerait au financement du transport qu'à hauteur de 70 000 € par an, ce qui est tout à fait raisonnable pour une commune comme nous. Toutes les autres solutions ne pourront pas être connectées au réseau de transport collectif de l'agglomération. Les autres possibilités consisteraient simplement à avoir une navette non connectée et qui circulerait à un coût en plus démesuré. Il faut savoir que dans l'étude qu'on avait menée avec la communauté de communes, si la commune prenait à sa charge seule un transport collectif, on était aux alentours de 250 000 € si la commune faisait payer le transport, et si la navette en plus était gratuite, on était à hauteur de 350 000 €. Donc la seule possibilité, je le répète, pour le bus, c'est la compétence communautaire, et le Seignance est fait pour ça, faire ensemble ce que seul on n'est pas capable de faire.
Voilà pour ce point principal et je terminerai mon propos en revenant sur ce qui a été évoqué aussi rapidement, mais je voudrais m'appesantir 2 minutes de plus sur le sujet. Être élu, c'est avant tout travailler en équipe au service des habitants de la commune, avec les habitants de la commune, mais c'est être élu dans une commune, c'est une aventure collective. Et cette aventure collective, pour nous, elle est portée par l'équipe qui partage des valeurs d'altruisme, de justice sociale, de préservation de l'environnement, avec un objectif, faire vivre ces valeurs. Nous sommes tous dans cette équipe des bénévoles, nous sommes tous des citoyens, nous sommes tous des habitants, au même titre que les candidats des autres listes. Nous n'appartenons pas, quand on est élu, à une espèce de caste. Donc il faut voter, vivre Ondres, si vous voulez bénéficier d'une équipe motivée et compétente. Très bien, Monsieur Guyotto, 1 seconde, top, impeccable. Donc Madame Belin, 3 minutes. Essayez d'être aussi performant au niveau du temps. Ça marche. Je reviens 1 minute du coup avant de vous expliquer pourquoi il faudra voter pour nous, sur le sujet du bus évidemment, qui a fait couler beaucoup d'encre, mais je crois qu'il est important de ne pas réécrire l'histoire, de ne pas mélanger la loi LOM qui est passée et qui ne transférera pas la compétence mobilité à la communauté de communes, mais à la région Nouvelle-Aquitaine. Il faut aussi se rappeler que le président du syndicat des mobilités refuse d'étudier la candidature de la communauté des communes du Seignanx et n'acceptera d'étudier que les candidatures individuelles qui seront formulées par les communes d'Ondres et de Saint-Martin. Donc, encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois pendant la campagne, mais transférer la compétence mobilité à la communauté de communes serait parfaitement contre-productif. Et je crois que sur ce sujet-là, nous avons pris suffisamment de retard. Alors, nous sommes les seuls à proposer que la première délibération du premier conseil municipal concerne la demande d'adhésion d'Ondres au syndicat des mobilités, non pas pour rattraper le retard, mais pour essayer effectivement de faire avancer le dossier avant que la loi LOM s'impose à nous. Le coût de cette mesure, c'est celui de l'adhésion, c'est 140 000 €, c'est le prix du courage. Maintenant, pourquoi voter pour nous? Je crois que vous l'avez compris, plus que jamais, l'équipe de Ondres avec vous est bien décidée à changer de méthode, c'est très important, et à en finir avec l'autoritarisme et les reniements qui ont tant marqué le mandat du maire sortant. Plus que jamais, nous sommes prêts à construire avec les Ondraises et les Ondrais leur commune pour demain et aussi à porter le renouveau tant attendu à Ondres, mais tant attendu aussi au niveau de la communauté des communes, puisque nous avons déjà commencé à travailler avec les majorités installées dans le Seignanx et nous avons déjà commencé à envisager des méthodes de travail et des sujets de convergence. Alors voilà, si vous voulez ça, si vous voulez ce renouveau, le 28 juin, il faudra choisir le vote efficace, le vote de l'espoir et du rassemblement pour Ondres, mais aussi pour le Seignanx. Ce sera aussi pour vous l'occasion historique d'élire la première femme maire d'Ondres. Et pour cela, chaque voix va compter. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est le seul bulletin en couleur et il est vert. C'est le bulletin Ondres avec vous. Vous le glissez dans l'enveloppe et nous serons une équipe à votre service. Merci beaucoup. Monsieur Robert, à votre tour de finir ce débat. Merci. Alors je vais profiter de ces 3 minutes 18 pour m'adresser directement à toutes les Ondraises et à tous les Ondrais. Vous l'avez compris, notre point essentiel et qui nous distingue clairement des autres propositions, c'est d'avoir mis en place plusieurs outils pour garantir le respect du programme. Ces outils, quels sont-ils? C'est d'abord un comité de veille démocratique pour s'assurer de la transparence des décisions et des actions de l'équipe municipale. C'est ensuite l'évaluation tous les 2 ans par les habitants du mandat des élus pour garantir le respect des promesses de campagne. Et c'est enfin la mise en place de processus démocratiques citoyens qui donnent la possibilité aux habitants qui le souhaitent de s'impliquer au cœur des décisions pour leur commune. Tous ces outils ne sont pas seulement des concepts jetés sur une circulaire. Ils ont été réfléchis, élaborés, clairement définis en réunion publique, s'appuyant sur un porte-à-porte réalisé auprès d'environ 300 foyers ondrais. Ces outils, ils ont été rédigés sur des documents qui nous engagent et qui ont été signés par chacun des membres de notre liste Ondres Communes Citoyennes. Ces documents sont consultables en ligne sur notre page Facebook et notre site internet. Mais pour autant, les sujets prioritaires qui ont été définis par les habitants en réunion publique indiquent clairement quelle est la tendance de notre projet. Par exemple, c'est bien d'une 2e école qu'il s'agit, pas de l'extension de l'existante.
c'est bien d'étudier comment limiter l'urbanisation à Ondres. Ce n'est pas la poursuivre ou la concentrer ailleurs. C'est aussi la mise en place d'un transport en commun, d'un réseau de voies cyclables, la création d'une régie agricole communale, la création d'une maison citoyenne, où toutes les générations, des plus jeunes aux seniors, se rencontrent, se retrouvent et tissent des liens, et où ils pourront devenir acteurs de leur vie locale, proposer des événements festifs, culturels ou sportifs. Si nous voulons les réaliser correctement, ces sujets prioritaires constituent déjà un projet ambitieux mais atteignable. Ils seront portés par une équipe dynamique, motivée, prête à servir la commune. Nos profils et compétences sont variés, à l'image d'Ondres, et garants de notre représentativité de cette commune. Nous sommes totalement apartisans, rejetant toute pratique politicienne ou arrangement divers. Notre projet, c'est de nous engager à réaliser vos priorités en tenant compte du résultat d'un audit financier de la commune d'un côté et selon une méthode que nous avons validée ensemble pour garantir des décisions transparentes à votre service et au service du bien commun. Voter pour la liste Ondres commune citoyenne, ce n'est pas seulement changer de maire, c'est surtout changer de pratique politique pour obtenir des résultats vraiment différents. Merci beaucoup. Je vous remercie tous les trois d'être venus. Ce n'était pas un exercice facile, c'était une vraie nouveauté. TV Land a organisé 3 débats. Vous pouvez maintenant les regarder, faire votre opinion. Le 28 juin, il faut aller voter. Vous avez le choix, donc faites votre choix et allez voter. Les conditions, on sait qu'on sort d'une période difficile, mais les conditions seront réunies pour que vous n'ayez aucun problème. Vous avez le droit de râler après les maires, vous avez le droit de féliciter les maires, mais d'abord, pour avoir ce droit, il faut aller les élire. Donc, ils vous attendent le 28 juin. Vous avez le choix entre 3 personnes, Éric Guyotto, Eva Belin, Sébastien Robert. Ils seront attentifs à votre choix le 28 juin. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je profite, c'est notre dernier débat, pour remercier toute mon équipe qui a été derrière 3 jours, 3 débats. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.